Bien, ben justement, on va rester dans le sujet. J'accueille Christophe Deloire et Christophe Dubois. Bonsoir. Bonsoir. Alors, lequel est Christophe Deloire? C'est moi. Lequel est Christophe Dubois? C'est l'autre, évidemment. Alors, Deloire, vous bossez au Point. Oui. Vous êtes lauréat du prix Louis Hachette 2003. Et vous, Dubois, vous bossez au Parisien. Absolument. Hein. Alors, ensemble, vous avez fait un premier bouquin qui s'appelle L'enquête sabotée, chez Albin Michel, consacré à Colonna, hein, à l'histoire de Colonna. Et aujourd'hui, vous publiez chez Albin Michel un livre qui s'appelle Les islamistes sont déjà là. Vous êtes sûr que ce sont des islamistes, c'est pas seulement des mecs qui aiment pas se raser, vous avez... Non, non, alors les islamistes commençons vraiment par lever l'ambiguïté. On parle uniquement des gens qui veulent changer la société, qui mélangent la politique et la religion, qui ne veulent pas faire un État islamique en France, parce que c'est pas concevable aujourd'hui, il faut pas fantasmer là-dessus, mais qui veulent au moins, dans certains quartiers, instaurer la charia de la minorité, et qui veulent ainsi changer la société et faire en gros deux sociétés, la société française et puis une autre société avec les tribunaux islamiques, des lois islamiques, où la loi d'Allah prime sur la loi de la République. D'accord. Alors, on va voir ce qu'il y a dans votre bouquin. Vous dites que vos sources, c'est souvent les renseignements généraux, plus exactement des documents ultra secrets qui sont gardés sous le coude dans les bureaux des ministres. Mais pourquoi les renseignements généraux vous donnent les renseignements à vous? Alors, ce sont des documents que les journalistes n'ont pas d'habitude. Oui, c'est pour ça. Donc, pourquoi ils vous les donnent à vous? Nous les avons récupérés. Vous les avez volés? Comment? On les a volés, voilà, pourquoi pas. Non, non, on les a récupérés. Et pour nous, c'était important que ces documents soient mis pour la première fois sur la place publique, parce que ça permet de voir que depuis 10-15 ans, l'État est tout à fait au courant de la situation, notamment dans les quartiers difficiles où les islamistes occupent le terrain que l'État n'occupe plus aujourd'hui. Et donc il était important que ces documents soient mis enfin pour une fois sur la place publique. Alors pourquoi évidemment le gouvernement, les gouvernements successifs n'en ont jamais vraiment tenu compte? Parce qu'effectivement ça fait un petit peu peur. Ouais. Si les gouvernements ont gardé ça sous le coude jusqu'à maintenant, pourquoi? C'est pour préserver la paix sociale, pour pas envenimer les choses? Il est évident que ça a arrangé les hommes politiques d'avoir ces islamistes qui faisaient le travail que l'État ne fait plus depuis 10-15 ans. C'est une manière d'acheter la paix sociale. Et en dehors des documents qu'on a récupérés, il y a effectivement beaucoup de rencontres. C'est 2 ans de travail, c'est des hommes politiques qu'on a rencontrés, des experts, y compris des islamistes. Ouais. Alors on va rentrer dans le vif du sujet. Vous commencez par l'éducation nationale, qui est un petit peu un terrain clé pour les islamistes. Vous parlez par exemple de l'histoire des arbres de Noël qui sont contestés en Alsace. Oui, parce que dans l'éducation nationale, on a pour habitude de toujours parler du voile et seulement du voile. Or, il y a plein d'autres problèmes. Il y a des élèves qui, en Alsace, mais dans d'autres régions aussi, se sont mis à contester les sapins de Noël au motif que c'était un symbole chrétien et qui donc n'avaient pas leur place dans un lieu laïque. Remarquez, je ne veux pas les défendre, mais enfin c'est vrai. Ben non, mais enfin, sauf que si la République est laïque et si on n'a pas le droit de porter le voile, pourquoi est-ce qu'il y aurait des sapins de Noël? Autant les crèches, autant les crèches sont pour le coup parfaitement chrétiennes, autant les sapins de Noël sont parfaitement laïcisés. Il y a des élèves qui refusent d'aller au Mont-Saint-Michel en visite scolaire, au motif là aussi que c'est un lieu chrétien. Il y a, pendant la période du Ramadan, certains élèves radicaux, islamistes, font la sortie du réfectoire pour vérifier que personne n'est venu déjeuner. Ça, c'est quand même des problèmes assez graves à l'école. Oui, et puis il y a aussi les professeurs à qui de jeunes élèves musulmans interdisent de parler du Coran parce qu'ils ne sont pas musulmans, justement. Oui, les cours, notamment les cours où on est censé parler des croisades ou de l'islam, ça crée maintenant des tensions. Donc, ça, parce que c'est vu du point de vue des chrétiens, sans doute, non? Non, puisqu'on est à l'éducation nationale, donc ça n'est... Oui. Je ne veux pas les défendre, mais enfin, si on veut être vraiment laïque, c'est sûr qu'il y a des choses à changer dans l'histoire telle qu'elle est enseignée aujourd'hui. Enfin, je ne sais pas si vous avez déjà regardé les programmes qui sont des tomes comme ça de l'éducation nationale, mais enfin, l'éducation nationale prête très attention à ne pas avoir une lecture trop biaisée de l'histoire et d'ailleurs sur d'autres faits que la religion, mais sur la colonisation, tout ça a une vision qui n'est pas, me semble-t-il, strictement franco-française. Alors plus grave, il y a des gens qui disent, par exemple des élèves musulmans qui disent « Moi je ne regarde pas la télévision, de toute façon, parce qu'elle est aux mains des juifs ».
Ça, c'est de l'ordre du fantasme. Alors oui, c'est arrivé à des professeurs qu'on lui oppose que certaines chaînes étaient détenues par des juifs. Or, elles sont parfois plutôt détenues par ou dirigées par des Bretons. Donc il y a un fantasme qui est véhiculé parfois dans certaines mosquées radicales et qui est tout à fait alarmant. Alors, il y a un truc extraordinaire dans votre bouquin, c'est vrai, c'est le jour où il y a une délégation du comité musulman qui sera en place Beauvau au ministère de l'Intérieur, et en pleine réunion, il y a un des membres de cette commission qui se met à prier en direction de la Mecque. Alors ça s'est arrivé à plusieurs reprises, effectivement, on est dans les années 2000-2001. Les responsables religieux musulmans se réunissent place Beauvau pour essayer de mettre en place le CFCM, Conseil français du culte musulman, dont on parle beaucoup actuellement. Et au beau milieu des réunions, les réunions sont interrompues par les hiérarques religieux qui déroulent leur tapis de prière. Tout ça, ça se passe place Beauvau, à quelques mètres du bureau du ministre de l'Intérieur, et on se tourne vers la Mecque et on fait la prière. Et alors et alors, on est dans un lieu particulièrement symbolique, qui est le ministère de l'Intérieur, donc le lieu de la laïcité et de la République, et donc ça n'a pas lieu d'être. À contrario, organiser une messe dans la salle à côté du bureau du ministre, ça nous choquerait tout autant, croyez-le. Et alors, il est dit dans le Coran, je crois, que lorsqu'on travaille, on n'est pas tenu de faire les 5 prières de la journée, qu'on peut même faire les prières qu'on n'a pas faites dans la journée, on peut les faire le soir. Et c'est comme ça que ça se passe dans les pays musulmans. Et donc là, c'est vraiment une stratégie de provocation, et c'est typique des islamistes. Vous dites une stratégie de provocation, mais je ne vois pas qui ça provoque, puisqu'ils sont enfermés dans le bureau du ministre place Beauvau, et ça a été gardé secret jusqu'à aujourd'hui. En l'occurrence, ça provoque personne. En l'occurrence, ils étaient avec des conseillers ministériels qui, dans un premier temps, n'ont rien dit, puis à la réunion suivante, on fait un rappel à l'ordre. Alors, alors c'était pas tous les négociateurs, hein, c'était des négociateurs de mouvances fondamentalistes. C'était pas le cas, par exemple, de ceux de la mosquée de Paris. Donc c'est ceux qui voulaient faire la prière disaient très bien, vous voulez pas qu'on la fasse ici, alors on va aller la faire sur le trottoir, à 2 pas de l'Élysée, devant le flic de faction. Vous allez voir quelle impression ça va faire. Enfin, il y avait une véritable pression qui était exercée. Alors d'ailleurs, les conseillers du ministre avaient une espèce de petite satisfaction où ils avaient le sentiment de sauver la République. C'était qu'ils se servaient du vin à table et c'était leur acte de résistance. Ça fait un peu sourire. Ça me pose aucun problème que quelqu'un qui a envie de faire la prière 5 fois par jour la fasse, que ce soit au ministère de l'Intérieur, à l'Élysée. Je trouve votre thèse complètement absurde. Je ne vois pas où est le problème, parce qu'on en revient toujours à ce truc, qui est que quelqu'un a une nécessité interne, personnelle, physiologique et biologique de faire sa prière. Je ne pense pas qu'il le fasse systématiquement, dans votre vision paranoïaque des choses, comme de la provocation. Je ne vois pas où est la preuve que c'est la provocation. Le type aurait pu faire sa prière, voilà, j'ai terminé la prière, très bien, on reprend la conversation. Où est le problème? Qu'est-ce qui vous gêne? Vous avez peur de quoi? Votre discours depuis la République, votre problème, c'est que j'ai l'impression depuis le début que vous avez un discours de trouillard. Vous avez peur. Vous avez peur. Vous avez peur. Mais si. Surtout toi. Vous essayez de développer un discours de phobie générale qui peut se comprendre, mais les exemples que vous donnez, je ne les trouve pas pertinents. C'est ça le problème. Là, les exemples que vous donnez, moi, ça n'accrédite pas votre thèse. L'arbre de Noël. L'arbre de Noël, c'est débile, le type fait sa prière. Et alors? Qu'est-ce que ça peut faire? Bon, c'est-à-dire que le type, où est la menace? C'est quoi? Je vais quand même... On continue. Hein. Il y a un truc effectivement qui est plus inquiétant, c'est les plongeurs d'Al-Qaïda repérés par la DGSE. Donc ils s'entraînent, ces plongeurs, à Eindhoven, en Hollande, dans un centre spécial de plongée. Et ensuite, on sent qu'ils s'approchent d'une centrale nucléaire qui est dans la mer du Nord. Et vous dites que c'est très facile finalement, parce que quand les centrales nucléaires rejettent l'eau sale dans la mer du Nord, c'est facile de rentrer par là pour faire sauter la centrale nucléaire. Alors c'est de la parano ou c'est vrai ça? Non, c'est un exemple qui démontre que les terroristes ne manquent pas d'imagination en matière d'attentats. On a vu que Al-Qaïda avait réussi à former des pilotes qui avaient détourné ces avions le 11 septembre. Et donc les services secrets ont été mis en alerte effectivement sur des plongeurs qui s'entraînaient aux Pays-Bas et dont on pense qu'ils étaient entraînés effectivement pour aller poser des bombes auprès de centrales nucléaires. À la même époque, il y avait des repérages autour d'une centrale nucléaire qui ont été décelés par un autre service, et ces services ont mis leurs informations en commun et ont établi
qu'il y avait une volonté, alors c'était pas encore au passage de la tentative, mais qu'il y avait une volonté, une préparation pour un tel acte. Là, d'accord. Là, oui. Là, oui. Bon. Là, ça me parle. D'accord. Quelqu'un, Non, mais que ça, vous c'est mettez... le terrorisme. Donc Oui, mais alors, terrorisme le problème, c'est que dans évidemment, un discours d'émission de télévision, alors c'est peut-être pas de votre faute parce qu'on est chronométré, mais le fait que pour le public, vous amalgamiez, peut-être sans le vouloir, parce que je pense que dans un livre, vous avez le temps de développer plus subtilement les choses, vous ne pouvez pas mettre en parallèle des gens qui s'approchent d'une centrale nucléaire avec des pains d'explosifs et qui font des plans sur 5 ans pour faire tout péter, avec quelqu'un qui vient faire sa prière pour des raisons qu'il le regarde lui seul. On amalgame Ça ça. qui On me dit gêne simplement intellectuellement. qu'il y a une offensive islamiste avec deux types de fronts. Il y a un front terroriste et puis un front de propagation idéologique. Et en gros, les prédicateurs qui dans les mosquées tiennent des discours qui sont ultra virulents préparent les esprits de gens qui ensuite commettront des actes terroristes. Alors, il y a des révélations dans votre livre. Effectivement, on apprend que le 12 septembre, le lendemain du 11 septembre TM, le 12 septembre 2001, le lendemain, donc la femme du père d'Oussama Ben Laden est admise à l'hôpital américain de Neuilly, ce qui prouve qu'on n'est pas rancunier en tous les cas. En revanche, la mère de Ben Laden, en octobre 2001, demande à venir se reposer en France. Et là, le gouvernement français refuse sa venue. Pourquoi? Parce qu'elle voulait venir en avion? Non, mais... donc, Il avait réservé la tour d'argent et l'en a appelé. Il y a eu un précédent en France qui était, je ne sais pas si vous vous souvenez, dans les années 90 avec Georges Habash, qui était un terroriste palestinien, qui a été accueilli en France pour être soigné, et ça avait effectivement fait un scandale. Donc on s'est dit qu'on n'avait pas renouvelé cette expérience un petit peu malheureuse. Alors, c'est ça qu'il y a dans votre livre, si vous voulez, il y a des choses qui sont très pertinentes, des choses qu'on ne savait pas. Mais ce qui est un peu bizarre, c'est l'amalgame. C'est-à-dire, comme dit Yann, vous mettez tout un peu sur le même pied. Par exemple, vous racontez des prêches de prédicateurs salafistes. Alors vous dites que, effectivement, ils prêchent pour la polygamie. Ils disent que la polygamie, c'est bien. Et puis il y a des histoires, alors qui sont rigolotes comme ça, mais enfin qui sont quand même beaucoup moins graves, quand ils disent qu'on ne peut pas rentrer aux toilettes du pied gauche. C'est vrai qu'il y a des choses qui peuvent être prises de manière amusante. L'imam salafiste dit à un adepte, non, tu ne peux pas être postier, même si tu as un emploi à la poste, parce que tu risques de transporter des catalogues avec des femmes légèrement vêtues. Ou à tel autre, non, tu ne peux pas épouser telle femme parce que son frère travaille dans un café et tu risques d'être contaminé par l'alcool. Vous dites qu'il y a de plus en plus de mosquées salafistes, que c'est grave, etc. Mais le gouvernement le sait, puisqu'on en parle ici. Alors, et si le gouvernement le sait et qu'il ne fait rien, c'est que ça ne va pas être très grave, sinon il ferait quelque chose. Mais justement, il essaie de faire quelque chose, c'est-à-dire qu'il essaie de fermer ses mosquées, mais alors ce dont on se rend compte, c'est qu'une mosquée ferme, mais les fidèles qui sont avides de ce discours, eh ben, ils vont dans une autre mosquée. Donc c'est une espèce de jeu de chat et la souris. Mais ce que vous êtes en train de dire là, c'est que finalement le gouvernement français, enfin l'État français, ne contrôle pas. Il a plus les moyens de savoir que d'agir. Et ça, quand on regarde vraiment ce qui s'est passé depuis 15 ans, le gouvernement est alerté, les services font des rapports très précis, mais les politiques gardent ça sous le coude pour ne pas affoler les populations. Et puis au niveau national, il y a une espèce de faiblesse diplomatique qui fait que on n'arrive pas à dire leur fait à certains pays qui veulent agir en France. Et alors c'est notamment le cas en premier lieu de l'Arabie Saoudite. En ce moment, le gouvernement français négocie un contrat d'un montant de 7,5 milliards d'euros pour la protection des frontières du Royaume d'Arabie Saoudite. Et donc on n'a pas envie d'aller dire ni au roi Fahd ni au prince régnant Abdallah qu'il faut arrêter d'envoyer des agents secrets. Donc vous dites que la France est en train de vendre son âme au diable? La France, en tout cas, n'a pas la cuillère assez longue quand elle dîne avec le diable. Alors vous parlez de la mosquée de Paris, vous parlez de M. Boubaker, vous dites qu'elle est aux ordres d'Alger et que non seulement il est sous influence, mais qu'en plus ses propos sont visés par les généraux d'Alger. Il y a deux phénomènes. Il y a la menace islamiste, donc l'ingérence d'États comme l'Arabie Saoudite qui finance des mosquées pour répandre la doctrine wahhabite, donc une doctrine qui est totalement en décalage avec la société française. Et il y a l'autre phénomène qui est l'ingérence d'États comme l'Algérie sur Boubaker, qui est un modéré, il n'y a pas d'erreur là-dessus, qui représente l'islam de France, mais qui est effectivement sous tutelle des services secrets algériens. Et on raconte effectivement une réunion qui se déroule en 2000 où Dalil Boubaker lit un discours qui a été rédigé de bout en bout par les services secrets algériens, et toute la réunion est suivie par ces fameux services qui rendent compte. Et donc le problème, c'est que les modérés qui devraient justement contrer les islamistes n'ont aucune marge de manœuvre, et ça les affaiblit. Et ce que vous dites parfois me touche, me concerne et m'inquiète,
Et parfois, je trouve que ce que vous dites vous dessert complètement. Parce que peut-être que votre livre est brillant, mais la manière dont vous le défendez ne l'est pas. Et quand en plus vous rajoutez un titre qui à mon avis, est digne des mémoires de Lolo Ferrari, je trouve ça dommage. Même les noms, Christophe Deloire, Christophe Dubois, c'est pas beaucoup d'imagination. Non mais, sérieusement, est-ce que vous croyez vraiment qu'il y a des gens qui veulent transformer la France en république islamiste? Certains en rêvent. Oui, mais bon, c'est pas possible, je veux dire. Mais ils entreprennent dans les quartiers leur travail de sape quand même. C'est ça progressivement. Enfin, il faut aller dans certains quartiers pour voir que c'est pas. Est-ce que vous y allez? Oui, on y est allé. Mais est-ce que vous avez envie de piscine où on remet en cause la mixité, où les hommes ne pourront pas aller en même temps que les femmes se baigner? Est-ce qu'on a envie d'une société effectivement? Non mais ça veut pas dire. Non mais attendez. Ça ne veut pas dire que toutes les piscines seront comme ça, mais le fait qu'il y ait des piscines pas mixtes, après tout, s'il y a des gens qui veulent aller dans des piscines pas mixtes, moi ça me dérange pas. Non mais après tout, la France a quand même le droit de défendre un modèle de société. Mais la France n'est pas là pour défendre la piscine mixte. La laïcité ne doit pas être une contrainte perpétuelle et permanente. On ne peut pas vivre sous la dictature de la laïcité, je suis désolé. Alors ce qui est inquiétant dans ce qu'il raconte, en revanche, c'est pas les piscines, franchement, je vois pas où est le problème. Les tribunaux islamiques, ça c'est vrai que le jour où il y aura dans ces quartiers des tribunaux islamiques qui rendront le droit à la place des tribunaux de la République, ça c'est inquiétant. Des banques islamiques. Alors là, effectivement, là c'est... On raconte comment le cheikh Kardawi, qui influence l'UOIF, qui est représenté au Conseil français du culte musulman, qui est un prédicateur qui sévit beaucoup sur Al Jazeera, dans des congrès au Bourget, a dit aux Français qui étaient là qu'il fallait appliquer la technique du cheval de Troie. On va plus loin, on raconte, parce qu'on a un télégramme diplomatique qui établit ça de manière très précise, la rencontre entre Jean-Pierre Chevènement, qui est à l'époque ministre de l'Intérieur, et Hassan II, le roi du Maroc. Ça s'est passé au palais royal à Rabat. Et le roi Hassan II dit, les gens d'origine marocaine sont les sujets du roi, je ne veux pas qu'ils s'intègrent. Et en fait, la France a péché à l'évidence par défaut d'intégration. Mais est-ce qu'il n'y a pas une petite mode, est-ce qu'il n'y a pas beaucoup de journalistes qui surfent un peu sur la vague de la phobie de l'islamisme? Parce que si on fait les comptes, nous, chaque année, on reçoit deux bouquins comme ça par mois en moyenne. Concrètement, alors c'est bien d'être informé, peut-être un jour on dira merde, on ne le savait pas, c'est bien qu'il y ait des enquêtes. C'est un créneau un peu, c'est un créneau littéraire. Non, mais il n'y a jamais eu de livre jusqu'à présent qui abordait de front les deux thématiques. Et puis je trouve que ça attise aussi les mauvaises consciences un peu. Je ne suis pas d'accord avec vous. Je pense que les gens sont suffisamment responsables pour comprendre que ce qu'on leur dit, c'est qui sont les islamistes, quelles sont leurs méthodes, et que justement, en vous expliquant qui ils sont, on évite l'amalgame. De jeter de l'huile sur le feu, finalement. On raconte comment travaillent les agents secrets de tel ou tel pays, et de manière très précise. On cite même le nom des agents secrets, on cite leurs opérations. Ça s'appelle Les islamistes sont déjà là, par Christophe Deloire et Christophe Dubois. C'est édité chez Albin Michel.